victimes. Avant de passer la parole au docteur Broussalian. Oui, et on espère vraiment, on avait l'assemblée que les victimes pourront parler plus, être peut-être filmées, apporter un témoignage qui reste, même à la radio. Donc je sais que c'est peut-être pas facile, mais il y a des tas de choses à faire pour l'entraide dans ce nouveau monde. Voilà, bonsoir, merci à tous. Je tenais avec Graziella à rendre hommage aux victimes que nous suivons actuellement dans l'association et je vais vous lire leur témoignage. Je m'appelle Mélinda, j'ai 31 ans, je vis à la campagne avec mes 2 petites filles et mon conjoint. Je suis conseillère en économie sociale et familiale au Havre et je travaille au sein d'une structure d'accueil, de soutien et de soins pour les personnes concernées par une addiction. J'ai toujours été courageuse, notamment dans mon parcours d'études. J'ai su me donner les moyens pour atteindre mes objectifs de vie. Je suis de nature battante, heureuse, généreuse et épanouie. J'aime ma vie et mon travail. À la sortie du confinement, je commençais chez mon nouvel employeur, nous portions des masques. Je stressais avec le Covid, car je travaillais avec un public fragile qui prend difficilement soin de lui. La vaccination était ouverte aux soignants. J'ai fait confiance et j'ai reçu ma première dose d'AstraZeneca, retirée du marché depuis. Et j'ai immédiatement développé une grippe. Ma 2e dose fut le vaccin Pfizer. En quelques heures, ma vie a basculé en enfer. J'ai commencé à avoir des migraines non-stop. J'ai consulté mon médecin 15 jours après. Il m'a prescrit plusieurs traitements, mais rien ne me soulageait. J'ai été orientée vers un neurologue, nouveau traitement sans succès. J'ai par la suite été hospitalisée en 2021 avec suspicion d'encéphalite. Les examens n'ont rien démontré. J'ai appris plus tard que ceux de la ponction lombaire étaient basiques et qu'ils n'avaient pas été élargis aux autres formes d'encéphalite. J'ai passé une IRM et à ma première sortie d'hospitalisation, le diagnostic fut le surmenage. Seconde hospitalisation en août et je ressors avec un « je ne sais pas ce que vous avez, c'est certainement dû au vaccin, mais je ne sais ni comment vous soigner, ni si cela partira un jour ». Je me suis retrouvée paniquée, perdue, anéantie. Les recherches de ma mère nous ont amenés à consulter à Paris un neurologue spécialisé dans les céphalées. Il fut catégorique, mais mes symptômes étaient bien liés, des céphalées de tension causées par des vaccins. Je vis les années avec une douleur de fond très forte. Traitement sur traitement, rien ne me soulage. On me prescrit alors des anticorps monoclonaux à mes frais. Cela me calme pendant 14 mois et tout revient en force. Août 2023, le diagnostic tombe. AVF chronique, algie vasculaire de la face. En plus des douleurs de fond, je fais d'horribles crises côté gauche du visage et de la tête avec un sentiment que l'on va m'arracher l'œil et la tempe. Je pleure, je suis agitée, je ne sais plus quoi faire. On enchaîne les traitements en essayant de trouver les meilleurs protocoles car je suis pharmacorésistante. Plusieurs déplacements sur Paris, tous à mes frais. Entre-temps, j'ai très vite perdu mon travail pour inaptitude. Je n'ai plus d'autonomie à cause des crises. Je ne conduis quasiment plus. Et depuis 2 ans, je ne peux plus dormir allongée. Je ne sais même pas si je pourrais de nouveau travailler. Je n'ai plus de vie sociale ni d'activité avec mes enfants. Musique, jeux en extérieur, cinéma, tout ce qui me demande un effort ou de la concentration est difficile. Courir m'est impossible. J'ai tant espéré m'endormir et ne pas me réveiller. Mes 2 filles me donnent l'élan vital pour me battre. Elles me sauvent. Sans elles, je ne serai plus de ce monde. Ma fille de 10 ans consulte une psychologue. Elle a développé un stress profond avec des crises d'angoisse, de séparation et est passée près d'un refus scolaire précoce. En juillet 2024, j'ai présenté mon dossier auprès de l'ONIAM qui a été rejeté. Les experts ont été inhumains, malveillants et n'ont même pas essayé de s'intéresser à ma situation. Pour une des expertes, il fallait me mettre dans le coma, enlever tous les médicaments et qu'ainsi mon état pourrait s'améliorer. Elle m'a reproché d'avoir consulté dans le privé, d'être allée à Paris. Je suis désespérée, fatiguée, j'ai développé une dépression réactionnelle, je n'ai plus goût à rien. Je me sens inutile, j'ai tout perdu. Je perçois maintenant l'allocation adulte handicapé. Nouvelle épreuve qui m'a encore plus détruite, une contre-expertise demandée par la protection juridique de mon assurance s'est révélée être en ma faveur. Si cette demande n'avait pas été faite, jamais nous n'aurions pu aller plus loin.
Mon dossier est maintenant dans les mains d'un avocat et nous nous battons pour avoir une nouvelle expertise afin d'obtenir une reconnaissance. Je n'ai jamais été contre les vaccins, j'ai toujours fait confiance en la médecine. J'ai choisi un métier qui aide les autres. Aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin d'aide, pourtant, je suis abandonnée. La dégradation de mon état de santé est méprisée. Mon cœur s'est assombri, je ne serai plus jamais la même, ils m'ont tuée dans l'intérieur. Donc là, c'est un premier témoignage pour vous faire une photographie un petit peu du calvaire que subissent les victimes, et celles qui osent parler et être identifiées. Je lis maintenant 2 textes que Mélinda nous a écrits. Le premier est son témoignage et le deuxième est un texte qu'elle a écrit avec les tripes, avec toute la souffrance qu'elle portait et qui convient également, enfin qui va faire écho à de nombreuses victimes. Je m'appelle Mélinda. Non, pardon, je me suis trompée de document. Je m'appelle Marie-Hélène, j'ai 36 ans, je vis avec mon conjoint près de Poitiers. Je reçois l'injection Moderna le 8 juin 2021. Je ressens tout de suite le produit dans tout mon corps et présente immédiatement un malaise avec nausées et douleurs abdominales qui font penser à un malaise vagal. Les jours suivants sont compliqués. Je ressens des douleurs articulaires dans tout le corps. Après une dizaine de jours de souffrance et de fatigue, je déclare une inflammation de l'orteil droit. En plus de ces douleurs, des parasthésies sont apparues. Je ressentais des fourmillements dans tout le corps. La déglutition était difficile. Ma vision était floue. En pleine nuit, je me réveillais car je voyais des éclairs blancs. Les troubles neurologiques étaient intenses. Pendant plus d'une semaine, j'ai eu également des crises bizarres, inqualifiables, frissons, goût métallique dans la bouche, troubles du rythme cardiaque, troubles intestinaux. J'ai perdu 5 kilos très rapidement. Mon état alternait entre les douleurs articulaires généralisées et les troubles neurologiques. Pour limiter les parasthésies du cerveau, je dormais assise. J'avais des vertiges, une impression de déséquilibre. La pharmacovigilance a pris en compte uniquement mon inflammation articulaire déclarée par la médecin et la case « en voie de guérison » a été cochée. À ce jour, les troubles neurologiques persistent et évoluent en crise, mais aucun diagnostic n'a été posé. J'ai présenté mon dossier à l'ONIAM, je suis en attente de leur retour. Donc là, vous voyez que dans les 2 témoignages, on a des troncs communs au niveau des symptômes. On parle de parasthésie, problèmes neurologiques, on a des éclairs, des secousses dans le corps dont les victimes nous parlent régulièrement. Je vous lis également le texte que Marie-Hélène nous a fait parvenir parce qu'il nous a touchés, Graziella et moi. On va le mettre en chanson, en musique. Je vous invite à bien vous concentrer, écoutez, c'est magnifique. Nous sommes en guerre, on nous le crie, on nous le répète. Les bras tendus, dociles, confiants, nous offrons notre peau à l'aiguille comme on offre notre cœur à la patrie. Les chargeurs se vident, nous voilà passer de l'autre côté. La nuit tombe, dans le corps, cette nuit n'a plus de sens. Elle brûle, elle tord, elle broie. S'engage une lutte brutale et intime et sourde que personne ne veut voir. Le rideau tombe, les blouses blanches se détournent. Sur les écrans, nous disparaissons. Les blessés que l'on refuse de nommer n'ont pas de plaque sur le champ d'honneur. Mais nous sommes là. Une errance dans l'ombre, des visages anonymes. Nous écrivons notre douleur sur les murs invisibles, nous écoutons les voix qui résonnent en écho. Nous ne sommes pas seuls, alors il faut dire, ensemble il faut écrire, il faut peindre la dislocation de nos corps, les couleurs hurlantes de nos souffrances, les vibrations de la mort, les visages décomposés, les membres brisés d'un tableau qu'on voudrait cacher. Il faut chanter pour une vie qui nous échappe, nos espoirs suspendus au rythme d'un cœur trop fatigué. Il faut pleurer, il faut rire aussi, comme ceux qui savent qu'ils n'ont plus rien à perdre, mais qui malgré tout, malgré l'abandon, malgré l'oubli, malgré l'indifférence, avancent encore. Nous étions en guerre, nous sommes devenus des fantômes, mais nos âmes finiront par hanter ceux qui les ont effacés. Donc c'est le témoignage poignant de nos victimes qu'on suit au quotidien, et c'est vrai qu'avec Graziella, on a des moments un petit peu de down parce qu'on a une partie aussi de soutien psychologique malgré nous, et on absorbe beaucoup de la part des victimes. Et
on aurait besoin d'élargir le cercle des personnes qui prennent en charge les victimes. Voilà. Alors, j'en profite encore 5 minutes pour vous présenter les problèmes que l'on a dans le suivi et l'accompagnement des victimes. Alors, pour ma part, je me présente, je m'appelle Corinne Clamaron et j'ai rejoint l'association il y a 1 an. Parce que je ne pouvais plus rester sans agir tellement mon indignation et ma révolte étaient profondes. Je tiens à te remercier, Graziella, parce que car ta ténacité m'a immédiatement touchée. Et j'admire le courage incroyable que tu as eu de créer cette association et d'en assumer la présidence. Je prends la parole ce soir pour évoquer les difficultés que nous rencontrons dans l'accompagnement de nos victimes. Nous faisons face à des personnes désespérées, qui ont reçu, sous la pression gouvernementale et sociale, les cocktails Pfizer, Moderna, AstraZeneca et les autres. Leur vie a brutalement basculé dans un tourbillon d'exclusion sociale dont elles ne sortent pas. Elles subissent quotidiennement de graves effets secondaires, mais en plus de leurs symptômes, elles sont confrontées au mépris du corps médical. Elles ne sont pas entendues, pas reconnues, elles ne sont pas soignées ou à coup de traitements complètement ubuesques. La part psychologique et sociale du retentissement de ces effets secondaires ne ressort dans aucune statistique, personne n'en parle. Les victimes sont toutes désemparées face à l'immobilisme dont font preuve l'ANSM, l'ONIAM et toutes les institutions avec cette crise. Ces victimes sont des citoyens ou citoyennes qui sont littéralement délaissés, abandonnés, voire discriminés. C'est pour cela que nous devons les recenser indépendamment de l'État pour établir une véritable carte de la situation. Concernant nos actions au sein d'Arrêt-Sage, nos actions en justice, nous accompagnons les victimes dans les demandes d'indemnisation concernant les effets secondaires, mais aussi sur les pertes financières liées aux arrêts maladie, licenciements, au dépassement d'honoraires et multiples déplacements non pris en charge par la Sécu, et aussi aux dépenses de soins en médecine non conventionnelle. Nous conseillons vivement à chaque victime de ne pas se présenter à la convocation de l'ONIAM sans la présence d'un avocat. En effet, toutes les institutions en lien direct avec ce scandale d'État ont pour mission de ne pas reconnaître, ou tout du moins de minimiser au maximum, les effets secondaires de ces vaccins, qui, je le rappelle, n'en étaient qu'au stade 3 d'essais cliniques. De toute l'histoire de la médecine, jamais autant de sommités d'infectiologues, de professeurs, de chercheurs, de médecins et de soignants ont été stigmatisés à ce point, voire mis à pied. On n'a jamais vu ça. Nous avons eu... Pardon ? Je suis sûr, on a déjà vu, parce que vous ne connaissez pas l'histoire de l'homéopathie. Ah oui, Pardon, oui. En effet. Nous avons un long travail d'accompagnement pour réamorcer une dynamique chez nos victimes. Nous les écoutons, nous les entendons et considérons la gravité de leurs symptômes. Nous avons également un long travail de recherche dans les bases de données européennes pour documenter la preuve de leurs effets secondaires qui constituent ensuite les pièces de leur dossier. Malheureusement, elles ont connu de nombreux arrêts maladie et comme s'il fallait en rajouter, certaines ont été licenciées. Elles se retrouvent pour la plupart dans une précarité financière qui les paralyse pour entamer des actions en justice. C'est pour cela qu'au sein d'Arrêt-Sage, nous mettons en place des cagnottes afin de leur rendre leur droit d'être défendus. Je salue le courage de nos victimes car, épuisées par toutes leurs démarches effectuées seules, elles ont fait l'effort de nous contacter. Et je vous assure qu'il en faut du courage pour nous rendre justice quand on voit dans quel état elles sont. Je tiens à saluer les experts qui restent disponibles pour nous aider. Je parle bien évidemment d'Astrid, Maître Nancy Rizacher et Florence Bussy, du docteur et chirurgien Éric Loridan. Il est papa d'une grande famille, il passe tout de même la plupart de son temps au bloc et nous répond, mais assez rapidement à nos messages. Nous avons également depuis quelques semaines un superbe partenariat avec SOS Écoute, qui a créé une cellule de psychologues spécialement dédiée aux victimes des vaccins Covid et qui a d'ailleurs déjà fait une excellente prise en charge pour l'une de nos victimes. Il nous manque aujourd'hui des bénévoles, mais surtout un ou une juriste qui nous permettrait de gagner du temps sur les différents modèles de défense et d'action à mener. Et ce qui reste le nerf de notre guerre, nous avons besoin de dons pour mener à bien notre combat. Je suis ravie du succès de cette conférence, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde en aussi peu de temps. Et je vous invite vraiment à avoir un œil ouvert sur vos symptômes post-vaccination et ceux de vos proches.
Nous redistribuerons à la fin de la soirée un flyer sur lequel sont répertoriés les principaux symptômes reconnus comme effets secondaires directement liés au vaccin Covid. Diffuser l'information au maximum, nous devons agir collectivement. Seul, c'est difficile, mais à plusieurs, tout est possible. Je vous invite donc à adhérer à l'association et je vous remercie pour votre attention. Et je rends la parole à Graziella. Merci. Alors, avant d'arriver... Merci Corinne. Merci Corinne et merci aux victimes qui témoignent. Donc, dans le déroulé, je vais passer la parole à Aline Goudard. Aline, s'il te plaît, qui a perdu son fils de 23 ans, mais pas que. Mais pas que. Et ensuite, on laissera la parole au docteur Broussalian parce qu'il y aura la partie médicale qui va arriver derrière le témoignage d'Aline. Et après, le docteur Broussalian, elle sera remise un petit peu. On a la seule victime qui ait pu se déplacer malgré son état de santé, qui prendra le relais pour avant de laisser la parole aux questions-réponses. Donc à toi Aline, et ensuite tu passeras le micro au docteur Broussalian. Raconte ton histoire. Bonsoir, je me présente Aline Goudard, au nom d'Alexandre Goudard, qui est décédé à l'âge de 23 ans, le 13 février 2022. Il s'est fait vacciner le 17 janvier 2022. Ça a été très vite. Le dimanche, le jour de son décès, on nous a convoqués à la gendarmerie pour faire une déposition. Monsieur à droite, madame à gauche, et puis on vous pose bien sûr les mêmes questions. Et la dernière question qu'on m'a posée, ça a été, d'après vous, quelle est la cause du décès de votre fils? Et je leur ai dit, c'est le vaccin. Je ne pensais pas qu'ils allaient le noter. J'ai appris par mon avocate qu'effectivement, il l'avait noté. Quand ils ont pris Alexandre le 13 février, ils l'ont pris pour faire une autopsie. Et moi, toutes les semaines, tous les mois, je partais parce que soi-disant que les résultats d'autopsie, c'est les gendarmes qui devaient me les donner. Enfin bref, les années passent. On vous dit il manque 2 résultats. On vous dit il faut un médecin légiste pour obtenir les résultats. Et après on vous dit il faut un avocat pour avoir les résultats. C'est très long. On fait patienter parce qu'au bout d'un moment, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent, ils en auront le bol. Les résultats, effectivement, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas moi. Je viens de les avoir, le mois de février dernier. Comme tu disais, Astrid, des faux résultats. Votre fils est décédé d'une grippe très rare, très très rare. Alors, quand vous êtes devant un juge, il ne faut ni couper la parole, ni... que l'HPPS n'aurait rien pu faire. Effectivement, ils n'ont rien fait. L'HPPS, ils ont fait une prise de sang à Alexandre et rentré à votre domicile. Alors que s'ils avaient fait une radio des poumons ou s'ils l'avaient gardé en observation, peut-être qu'Alexandre serait là. Le SAMU ne s'est pas déplacé. Premier coup de fil, ils ont dit il fait une crise d'angoisse. Deuxième coup de fil, il doit prendre un sachet et souffler de telle manière. Et troisième coup de fil, la copine Alexandre leur a dit il crache du sang. Ils se sont déplacés. Mais il a été conscient 10 minutes, il a fait un arrêt cardiaque. Et moi, le médecin du SAMU me dit, vous savez, on lui a fait 45 minutes de massage cardiaque. Et pourquoi vous n'étiez pas là 45 minutes plus tôt? Ils ont pris mon fils, je viens d'avoir les résultats, la fameuse grippe. Et comme j'ai dit, tout le monde dans cette salle, vous avez tous été grippés au moins une fois. Il faut m'expliquer pourquoi, le 13 février, j'ai essuyé les oreilles de mon fils, le nez de mon fils, la bouche de mon fils, parce qu'il y avait du sang qui sortait. On ne parle pas d'hémorragie. On ne parle pas de vaccin. Mon fils est décédé le 13 février 2022. Mon papa est décédé le 27 octobre 2023. Il était âgé, certes, malade, certes. Mais le vaccin a accéléré son départ. Il a été vacciné, 10 jours après, il ne marchait plus. Et c'est pas fini. Et aujourd'hui, j'ai mon petit frère qui s'est fait opérer. On lui a trouvé une tumeur au cerveau début janvier 2025. On l'a opéré. On lui a trouvé une tumeur, la grosseur d'une balle de golf. Quand ils ont fait l'opération, ils lui ont fait une biopsie.
et lui ont retrouvé encore des tumeurs. Il a été opéré vendredi. Alors du coup, il a tout le côté paralysé. Il est conscient qu'il ne s'en sortira jamais. Il a peur de perdre la vie parce que ne plus voir pour lui, ça ne sert à rien de vivre. Je ne suis pas là pour pleurer. Hein. Je ne sais pas si dans cette salle il y a quelqu'un qui est vacciné. Ne levez pas la main parce qu'on n'est pas là pour juger qui que ce soit. J'ai juste envie de dire une chose. Regardez autour de vous le nombre de décès, le nombre de personnes malades, handicapées à cause de ce vaccin. Et il y en a de plus en plus. Certains vont vous dire, mais non, c'est normal. Avant, il n'y avait pas autant de décès. Et jeunes en plus. C'est comme le vaccin de la grippe. Ah, avant l'hiver, tout le monde court se faire vacciner. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y a dans ce vaccin? Non. C'est exactement la même chose que le vaccin qui tue, sauf qu'il s'y prend. C'est plus lent, j'ai envie de dire. Je ne suis pas médecin. Hein. C'est comme tous ces bébés qui naissent aujourd'hui. Le nombre de vaccins qu'ils ont, est-ce que c'est normal? Non. Ils sont tous malades. J'ai 2 neveux et une nièce qui ont eu des bébés l'année 2024. Ils sont tous malades. Tati, est-ce que tu es vaccinée? Non. Pourquoi tu n'es pas vaccinée? Parce que le virus arrive de suite après un vaccin, vous n'avez pas trouvé ça bizarre? Non, je ne suis pas vaccinée. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, je suis fière de ne pas être vaccinée. Et je n'ai pas peur de le dire. Je vais passer le micro au docteur.